En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le gouvernement de Vichy, né en juillet 1940 et dirigé par le maréchal Pétain, fait le choix de la collaboration avec l'occupant nazi, des hommes, des femmes, français ou étrangers, décident de dire non et d'entrer en résistance. Cette résistance qui s'organise progressivement et se tourne vers la lutte armée, fait l'objet d'une répression féroce. Côté allemand, c'est tout d'abord entre 1940 et 1942 le commandement militaire en France installé à l'hôtel Majestic qui est chargé de la répression. Puis à partir de 1942, c'est la SIPO, communément appelée Gestapo, qui prend le relais, située en partie avenue Foch. L'Abwehr, organe de renseignement occupant l'hôtel Lutetia, peut aussi être chargé des arrestations. Quant à la Wehrmacht, elle joue un rôle important dans les massacres de représailles. Côté Vichy, la police est mise à contribution avec en particulier les brigades spéciales abritées dans les locaux de la préfecture de police. Elle joue un rôle important dans la collaboration franco-allemande, tout comme la milice fondée par Joseph Darnan en janvier 1943. Quel est le sort des résistants qui tombent entre leurs mains? 14 octobre 1943. Octobre. J'étais avec un camarade, on a été arrêtés tous les deux. Cette camarade s'appelait Marguerite et c'était un excellent copain, je veux dire, qui participait à nos travaux, qui faisait partie de notre mouvement et notre réseau, puisque c'était déjà un réseau. Ces deux inspecteurs donc, de la Gestapo, appelons-la comme ça puisque c'est l'habitude, de Creil, m'ont arrêté, m'ont emmené, et comme ils avaient à perquisitionner dans l'appartement où je me trouvais, qui était le PC de notre mouvement, notre réseau, ils m'ont emmené au poste de police le plus proche et ils sont venus perquisitionner. Et naturellement, j'ai essayé de m'évader du poste de police, je l'ai fait, mais j'ai été repris. C'est ainsi que ça a commencé. J'étais donc chef de groupe de la propagande donc de lycée, comme je vous dis, et j'avais donc reçu l'ordre au lycée Rollin. Il y avait un professeur d'histoire qui a été un chef de trentaine de la milice et qui avait dénoncé beaucoup de camarades, et j'avais donc reçu l'ordre de pénétrer avec mon groupe, avec mes trois camarades, mes trois de mon groupe, j'avais reçu l'ordre de pénétrer à l'intérieur du lycée de façon à marquer à l'intérieur, à la craie, avec du minium, on avait tout ce qu'il fallait, à marquer le professeur, je ne dis pas le nom puisqu'il a été amnistié 10 ans après, donc ce professeur donc, sera condamné par la résistance, il survivra, et bien sûr, vive de Gaulle, etc. On s'est procuré les clés et nous sommes pénétrés à 4 à l'intérieur du lycée, donc c'était le 2 janvier 1944, et nous avons fait notamment, on sort, je vois mes camarades, on ouvre la porte, je vois mes camarades qui filent sur la gauche, et effectivement, une traction avant avec des miliciens, 3 miliciens leur courent après, ils étaient 3, moi, la seule issue, je tourne à droite du côté du square d'Anvers, mais je n'avais pas vu un quatrième milicien qui se précipite sur moi et nous colletons, juste, il y avait les réverbères, et en le colletant, il se colle la tête contre le bec de gaz, le réverbère, et c'était un de mes camarades d'école, milicien bien sûr, que je voyais, que je connaissais, hein, et quand j'ai vu évidemment que c'était lui qui était là, j'ai dit nous sommes dénoncés, c'est pas la peine que je rentre chez moi. Donc j'avais un point de chute, et mon point de chute c'était l'hôtel du 5-1 à Perpignan. Il fallait que je le rejoigne par mes propres moyens. Alors je vous passe les détails, chemin de fer, les wagons de marchandises, à pied, et puis traverser de la zone bien qu'il n'y avait plus de zone libre et de zone brune, il y avait toujours la ligne de démarcation que je connaissais bien, c'est-à-dire que je traversais Vierzon à la nage un 3 janvier au matin. Je dois vous dire qu'il y avait des glaçons, d'autres péripéties bien sûr. J'ai rejoint l'hôtel du 5-1 et tout de suite, quand je suis rentré à l'hôtel, j'ai compris le mot de passe. On n'a pas répondu à mon mot de passe, et quand j'arrive, je vois que ma porte n'est pas fermée à clé, je veux pour la fermer et j'entends parler allemand, et effectivement, ouais, je vois un plumet, les Canadiennes de la Gestapo allemande, j'ai compris, et c'est là que j'étais au premier étage, et là, comment j'ai fait encore, là, j'y suis passé bien souvent après, parce que je suis de la région, sans en avoir l'accent, comment j'ai pu réussir à sauter 5 mètres sans me casser une jambe, et j'ai fait. J'avais un peu d'argent sur moi, j'ai pris le train pour Port-Vendre.
Et bien entendu que j'étais recherché. Quand je suis arrivé dans le train, je me dis, pour vendre, il faut que je saute avant pour vendre. Mais au moment où j'allais quitter mon compartiment, la FELD gendarmerie entre dans mon compartiment, et moi j'ai pas eu le temps de rien faire, le revolver sorti, et ils m'ont envoyé. J'ai donc été immédiatement amené à Bagnous, où j'ai subi mes interrogatoires. Moi, je n'ai pas été interrogé tout de suite. Il a fallu déjà que je sois transporté jusqu'à l'endroit où les gestapistes, comme dit très justement mon camarade, travaillaient. Donc, c'était la Gestapo, enfin, Sicherheitsdienst de la région de l'Oise, qui opérait. C'était le centre, le commandement de ce réseau policier était à Saint-Quentin. Et depuis Saint-Quentin, ils avaient des bureaux dans différentes villes, y compris Creil. Le plus proche de Méru, c'était Creil. Donc ce sont les officiers SS de Creil qui étaient venus m'arrêter. Et c'est eux après aussi qui m'ont interrogé dans leur propre villa. C'était pas très agréable d'ailleurs, parce que j'ai subi au début était fait par un officier en civil venant de Paris. Donc Paris était déjà en liaison avec la Gestapo de province, enfin de la région de Méru. Enfin, lui n'a rien fait, il a simplement contrôlé mon état civil et puis il est reparti. C'était le grand chef qui donnait ses directives et puis il s'en va. Et les autres m'ont interrogé, pas immédiatement, ils m'ont laissé mariner pendant 48 heures avant. Où je me demandais qu'est-ce qu'on va me demander, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'était à procéder, bien sûr. 48 heures, plus sans manger, comme ça aide à ramollir un petit peu le gars. Les jours suivants, alors, sur des points précis, ils sont venus. Parce qu'évidemment, ils avaient découvert des choses chez moi. Là, la danse a commencé. C'est pas à moi, je sais rien. Pan. Bien. Voilà. Et c'était pas encore le maximum. Et celui qui m'interrogeait en français était un lieutenant de SS. Celui qui me tapait dessus était un capitaine de SS. Je suis resté là 3 semaines. J'ai été, au moins pendant 15 jours, j'ai été interrogé sur différents points. Peu à peu, ils ont essayé de décortiquer. Je leur ai raconté naturellement des histoires. Alors, mon point faible, c'était la présence de mon camarade qui avait été arrêté, lui, avant moi. Il avait été arrêté 3 semaines avant moi. Et je ne savais pas ce qu'il avait pu dire, lui, bien entendu. Donc ils n'ont pas insisté là-dessus. Et après, ils ont voulu savoir qui étaient les chefs et pourquoi on a fait ça et comment, etc. Ils ont essayé de débobiner toute l'affaire. Et là, moi, je ne savais rien. J'étais le petit roupiou qui est agent de liaison, qui va porter des lettres ici ou là et les mettre dans des boîtes à lettres, mais qui ne sait rien du tout. Voilà ma position. Seulement, ils voulaient savoir quand même qui j'avais pu rencontrer. Alors un jour, je leur ai dit, eh bien, c'est mon camarade, celui que vous accusez, c'est pas lui, chef. Lui, il est rien du tout. Il est comme moi, c'est un petit étudiant, celui qui habite rue Schellcher. Par contre, on a forcément un chef. Alors je leur ai donné un nom quelconque, n'importe qui. Si, j'ai dit Morin. Alors c'était un monsieur Morin, et ça a été la danse, quoi. Toujours à coup de matraque. Et puis ensuite, les interrogatoires, comme ils ont vu qu'ils ne pouvaient rien tirer de moi, alors que ma mère, ils ont arrêté ma mère. Et ils ont mis ma mère dans une cellule à côté de la mienne. Cette cellule était vide. Elle était vide pourquoi ? Parce que son mari, mon beau-père, avait été dans cette cellule-là. Mais il s'était suicidé.
et j'en savais absolument rien, et naturellement rien ne m'avait permis de le penser. Seulement, j'avais remarqué quand même dans leurs interrogatoires des trucs que lui aurait pu dire et qu'il n'avait pas dit. Donc, je me demandais ce qui s'était passé. Enfin, toujours est-il que j'ai compris, quand ils ont voulu me confronter à ma mère, après m'avoir fait une petite séance dans la baignoire des lieux, ils n'ont pas voulu que je voie ma mère. Alors il y a une espèce de trappe pour servir la soupe. On m'ont interrogé à travers ça. Et ma mère leur a absolument rien dit, elle ne savait rien. Et tout ça. Alors, ma mère était une personne très courageuse, pas du tout trouillarde, heureusement. Et elle n'a jamais perdu son sang-froid. Alors, je ne sais absolument rien de ces histoires. C'est vous qui les montez de toutes pièces. Bon. Donc ça a été pour eux un coup pour rien. Et je n'en ai pas démordu de mon fameux Morin. Voilà. Moi, j'ai immédiatement été amené manu militari à Banyuls, où il y avait le siège de la Gestapo, et là, j'ai tout de suite été pris en main. Alors, je dois vous dire que moi, ce que j'ai ressenti, c'était surtout qu'est-ce qui va m'arriver. Hein. Je pensais pas plus à m'évader. J'étais aux mains de deux gestapistes, enfin gestapistes, un Français et un Allemand. Alors, la baignoire, enfin, les coups de matraque, la baignoire, moi, c'était un lavabo dans lequel on me plongeait la tête dans l'eau, etc. Non, j'avoue franchement que j'avais peur, mais je n'ai rien dit, comme je ne savais rien, parce que moi, dans la résistance, j'ai eu un principe qui m'a été communiqué par mon premier chef: moins t'en sais, mieux tu te porteras, et si tu étais arrêté, tu ne pourras rien dire. Ce qui fait que moi, je n'ai pas pu dire grand-chose quand j'ai été arrêté. Et en plus, ils me confondaient. Moi, la malchance que j'ai eue, pour ça que j'étais assez... j'ai eu évidemment des sévices assez importants, c'est qu'ils 2 jours avant que je sois arrêté, 2 jours avant que je sois arrêté, un avion de la France Libre, un chasseur, a été abattu avec deux aviateurs naturels, un pilote et puis un copilote. Et il se trouvait que l'un des pilotes, ils le savaient, les Allemands, était un jeune de 18 ou 19 ans. Et comme moi, j'avais mis 10 jours pour faire ma traversée de la France, j'avais beau avoir 17 ans, mais j'avais de la barbe, ils m'ont confondu avec ce pilote. Alors, ils voulaient absolument me faire avouer que j'étais à Londres, que j'étais dans l'aviation, etc. Donc c'était mes interrogatoires, si vous voulez. Alors c'était dur, ça a été dur. Et là, j'ai donc été, moi, immédiatement après, transporté, enfin, j'étais interrogé à Banyuls, et après j'étais amené au secret à Perpignan, à la citadelle. Comment se passait l'interrogatoire? Il posait la question parce qu'il voulait savoir si je causais anglais. On me causait anglais à un moment donné, il y en avait un qui me causait anglais, l'allemand d'ailleurs me causait anglais. Je ne comprenais pas l'anglais, fort heureusement, mais par contre, j'étayais ce que je disais. Le français était un catalan, donc de temps en temps, je lui disais, je lui montrais, je lui parlais en espagnol, ce qui fait quand même qu'ils avaient un doute. Mais il n'empêche que, malgré tout, ce général de Gaulle, alors à chaque fois, mais vous êtes gaulliste, etc. Je dis non, cette photo par hasard, etc. Mais chaque fois, chaque question était ponctuée, comme mon camarade tout à l'heure, c'est qu'ils avaient le catalan, le français, si vous voulez, de Perpignanais, avait un nerf de bœuf, et chaque fois qu'il posait une question, moi, dès que je répondais, je prenais un coup de nerf de bœuf, ce qui fait que j'étais complètement dans le cirage, et de temps en temps, quand j'insistais, non, je regrette, j'ai l'air d'Espagne, je ne suis pas de la France libre, je ne suis pas aviateur, j'ai 17 ans, je donnais mon reste, et à un moment donné, donc, ils m'ont pris, à un moment donné, au deuxième interrogatoire, et puis alors, bien, la tête plongée dans le lavabo, complètement asphyxiée, et puis, bon, ben, à un moment donné, ils m'ont relâché. Et c'est là qu'on m'a ramené en cellule, donc à Perpignan, secret, et qu'on m'a dit, la sanction est arrivée, tu as menti, tu seras fusillé demain matin. Et donc, il y a eu un simulacre d'exécution, et je dois dire que c'est certainement la nuit la plus difficile que j'ai passée de ma vie, parce que ça a commencé déjà, on m'a enlevé les boutons de ma chemise, enfin ici, c'était un simulacre, les boutons de ma chemise, comme j'avais les cheveux longs, ils m'ont rasé le bas du crâne, et je suis donc resté une nuit comme ça. Je dois dire que, si on me demande ce que je ressentais, j'avoue que j'ai commencé par pleurer, parce que ça fait jeune quand même de mourir à 17 ans, on pense à son père, on pense à sa mère, à sa sœur, puis on se dit, la vie est finie. Et après, à un moment donné, on est découragé complètement, on finit par ne plus penser qu'à une chose,
Et c'est la seule chose qui m'est restée, c'est ce cliquetis que j'allais entendre dans le main. J'en parlais parce que, évidemment, ça faisait quelques jours que j'étais en cellule et tous les matins, il y avait le cliquetis des clés. On venait chercher les prisonniers pour aller les fusiller. Alors, toute la nuit, je pensais à ce cliquetis, à les pas cloutés que j'allais entendre. Et puis, je fixais la serrure, une nuit blanche. Et le lendemain matin, quand on est arrivé, un officier allemand, alors là, un officier de la Gestapo en uniforme, parlant parfaitement le français, me dit « Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Tu peux sauver ta vie. » Je dis « Je n'ai plus rien à dire. » Et au lieu d'aller au peloton d'exécution, on m'a amené en cellule commune. Arrêtés, interrogés et souvent torturés, les résistants sont ensuite emprisonnés pour une période plus ou moins longue. André Fournier et André Bessières évoquent leur lieu et leurs conditions de détention. Les conditions matérielles étaient évidemment lamentables. J'étais dans une cave avec une porte évidemment renforcée. Ça donnait d'ailleurs sur une resserre, il y avait des gros barreaux. Donc j'entrevoyais des outils de jardinage de l'autre côté. J'avais essayé de passer la tête entre les barreaux, mais il n'y avait rien à faire. Bon. Et puis enfin, il y avait un espèce de grabat. Et la nourriture était tout ce qu'il y a une soupe par jour, la plus liquide possible. Évidemment, à ce régime-là, on ne va pas très très loin. J'étais passablement affaibli. Je veux dire que je ne suis pas resté donc à Creil, mais quand ils ont eu vraiment terminé leurs interrogatoires, ils m'ont envoyé à Saint-Quentin. Et à Saint-Quentin, qui est à la prison de Saint-Quentin, où là j'ai eu des compagnons de cellule, mais pas tout de suite, j'étais encore au secret. Au bout d'une quinzaine de jours, il y a eu des compagnons Et puis cette prison était dirigée par un Allemand, un sous-officier allemand, adjudant, qui était sous toute la journée. C'était un furieux dangereux parce que quand il était sous, il était capable de tout. Un jour, il a pris une mitrailleuse, il l'a posée sur la rambarde métallique. C'est les prisons, en général, c'est une sorte d'ovale, si vous voulez, avec des cellules tout le long. Puis il y a un couloir qui fait le tour. Il a posé une mitrailleuse là-dessus et il nous a fait sortir des cellules. « Messieurs les prisonniers, je vais vous tuer. » Il délire là, parce que quand même, on sait très bien quand même, on connaissait déjà suffisamment la police allemande pour savoir qu'il n'a pas le droit de prendre des initiatives comme ça. Ses chefs même ne le veulent pas, ou alors, sauf si c'est eux qui le disent. Alors là, il a permis à ma famille de venir une fois me voir, en disant « Monsieur, madame, pas parler ». Alors j'avais le droit de les regarder sans parler. Bon. Alors on s'est fait des signes, bien entendu. Enfin, il a permis ça quand même. Alors c'est pour répondre à la question. J'ai vu une fois mon père et une fois ma mère, en fait, en définitive. Mais très, très brièvement, 5 minutes. Les conditions de détention étaient bien. Quand j'étais au secret, je suis resté donc 8 jours au secret. Là, un gravat, bien sûr, un gravat. Pas de continette, rien du tout, et puis un bouillon tous les matins, je crois que c'est tout ce qu'on avait, et j'y suis resté quand même quelques jours comme ça, et dans le noir absolu, puisqu'il n'y avait aucune aération. Alors on avait juste chaque matin, quelle heure, je ne m'en souviens plus, on m'avait pris mes montres et tout, on n'avait pas d'heure, donc on sortait une petite heure se dégourdir les jambes à l'intérieur de la citadelle de Paris. Et alors quand c'était au secret, quand c'était en cellule commune, alors là on avait quand même une couchette, il y avait quand même un cointinette dans la cellule de la Gestapo, à la citadelle notamment, il y avait toujours, on était une dizaine, mais sur 10, il y avait toujours un mouton qui était là pour tenter de savoir de connaître ce qu'on n'avait pas dit. Mais j'ai tout de suite neutralisé parce que c'était un Espagnol de l'armée franquiste qui servait dans la Gestapo allemande, et on m'a tout de suite fait signe, et puis donc je l'ai pas répondu. Voilà. Après avoir été emprisonné, un grand nombre de résistants est déporté vers les camps de concentration allemands. Ils partent de Romainville, de Drancy, de Royal-Lieu à côté de Compiègne, comme ce fut le cas pour nos 2 témoins. Le camp de Compiègne était gardé non pas par des SS, mais par la Wehrmacht,
C'était un officier de la Wehrmacht qui était un gardien, mais il avait évidemment des sbires, et notamment, je ne sais pas si mon camarade l'a connu, notamment un sous-officier qui s'appelait Jäger, l'homme au chien, c'est-à-dire qu'il avait deux molosses, et ces deux molosses sévissaient dans le camp, c'est-à-dire qu'il y avait les appels, parce que la vie à Compiègne se passait autour de 2 appels journaliers, le matin et le soir. On ne faisait rien de dire que le soir, quand il y avait le couvre-feu, il ne fallait pas être en retard parce que les chiens vous bouffaient. D'ailleurs, ils ont dévoré à un moment donné 3 ou 4 détenus sur la fin, je crois. Sur la fin, ils ont dévoré 3 ou 4 détenus. C'était des molosses, c'était des gros chiens. Voilà. Finalement, j'ai échoué à Compiègne comme tout le monde. Je dis comme tout le monde, la plupart des déportés français sont passés par Compiègne. Pas tous, mais enfin, bon. J'ai été envoyé à Compiègne, qui n'était d'ailleurs pas très loin. Et puis j'y ai passé 8 jours qui étaient, comment dirais-je, presque heureux parce que il n'y avait que les copains autour, il n'y avait plus d'interrogatoire. On était entre copains de la résistance, on était très nombreux à se connaître déjà avant et à se retrouver là. Donc c'était 8 jours, j'ai passé 8 jours là avant de partir en Allemagne. En plus j'ai eu la bonne nouvelle de savoir que mon camarade s'était évadé. Vraiment, Compiègne, j'ai pas souffert du tout. La nourriture n'était pas fameuse, mais elle était déjà meilleure. Enfin, tout allait mieux. Mais par contre, quand il a fallu partir en Allemagne dans les wagons à bestiaux, ça a été une autre chanson. Je suis arrivé à Compiègne fin janvier, 31 janvier à Compiègne, et donc c'est là, effectivement, comme disait mon camarade tout à l'heure, évidemment, on se retrouve alors qu'on a toujours été pratiquement dans la résistance, c'était la solitude, on n'avait pas de contact, mais là on se retrouve brutalement avec 500, 600, 1000 personnes, 1000 résistants comme nous, et pas des moindres, puisque pour un jeune comme moi, qui avait 17 ans à l'époque, quand on vous dit tiens c'est le fils de Clémenceau qui est là, tiens c'était comme impressionnant, tiens voilà le général Etcheverry-Gary, je me rappelle, et puis Maurice Bourdet, tous ces gens qu'on avait, et puis évidemment, moi c'est peut-être hors sujet, ça a été ma connaissance évidemment avec Robert Destos qui a été déterminante pour ma déportation. Mais à Compiègne, on savait qu'il y avait des départs, moi j'y suis resté 3 mois, enfin jusqu'au 27 avril 1944, il y avait des départs, chaque semaine un petit départ, la semaine d'après un gros départ. On savait qu'on partait pour l'Allemagne, mais on ne savait pas du tout, à mon époque, on ne savait pas si c'était... Alors, le bruit courait qu'on pourrait être travailleur libre, travailleur forcé, etc. On ne savait pas. Et puis, bien sûr, mais on savait quand même, il y avait cette épée de Damoclès, parce qu'on savait, intérieurement, on savait bien que on ne serait jamais travailleur libre, on se le demandait ce qu'on allait devenir. C'était vraiment l'épée de Damoclès. En plus, il faut dire qu'on crevait de faim, à part le jeudi, je crois que c'était le jeudi, la soupe Croix-Rouge, où le jeudi, on était bien nourris, c'était la Croix-Rouge qui organisait, le reste du temps, on mangeait de l'herbe si on en trouvait, etc., on crevait de faim à Compiègne. Et puis, un jour, ça a été l'appel, et nous avons appris que nous partions en déportation. Mais on ne savait pas du tout quelle déportation, de travailleurs libres et tout. C'est effectivement, quand on est entré dans les wagons à bestiaux au quai de marchandises de Compiègne, qu'on a compris que c'était pas à 100, 120 par wagon, on a compris que là, c'était certainement pas pour être travailleur libre. Pour d'autres résistants, c'est l'exécution. Certains sont fusillés sur place au moment de leur arrestation, comme à Lantilly en Côte d'Or, d'autres en tant qu'otages, et d'autres enfin sont condamnés à mort par une cour martiale ou un tribunal, comme Henri Ferté, qui tombe à l'âge de 16 ans sous les balles allemandes à la citadelle de Besançon en septembre 1943. Le Mont Valérien, situé à Suresnes, a été entre 1941 et 1944 le principal lieu d'exécution de la région parisienne et de la zone occupée. Plus d'1 millier de personnes ont été fusillées dans la clairière de ce fort. Des mots gravés sur les murs de la chapelle, des lettres à leurs proches, témoignent leurs dernières pensées, quelques heures avant de mourir. Mon petit microbe, mon fils,
Quand tu seras grand, tu liras cette lettre de ton papa. Il l'a écrite 3 heures avant de tomber sous les balles du peloton d'exécution. Pardonnez-moi de vous avoir trompé. Quand je suis redescendue pour vous embrasser encore une fois, je savais déjà que c'était pour aujourd'hui. Pour dire la vérité, je suis fière de mon mensonge. Vous avez pu constater que... Mes chers parents, sœurs et frères, ma chère femme et fils. Aujourd'hui, à 3 heures, je serai fusillé. Je ne suis qu'un soldat qui meurt pour la France. Je vous demande... Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. On va être fusillé cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Comme